40 jours après la présidentielle ivoirienne, le climat sociopolitique demeure dans une situation d'accalmie après la vague de violence en marge du scrutin. Entre-temps, plusieurs faits marquants censés décrisper le paysage ont été enregistrés. C'est dans ce contexte que nous recevons un cadre du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Bruno Nabagné-Koné est député de Kouto. Par ailleurs, depuis le 10 juillet 2018, est ministre de la Construction, du logement et de l'urbanisme en Côte d'Ivoire. Son engagement politique, après une grande carrière passée dans le privé, la gestion de son portefeuille ministériel, le foncier, l'attribution des ACD, tous ces sujets, Bruno Nabagné-Koné les évoque ce soir, sans réserve sur NCI. Monsieur le ministre Bruno Nabagné-Koné, bonsoir. Bonsoir Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Avant d'ouvrir cet entretien, nous proposons à nos téléspectateurs de suivre votre portrait. Diplômé de l'École supérieure de commerce d'Abidjan, ESK, en finance et comptabilité, l'actuel ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, suit le programme international de management à l'École des hautes études commerciales HEC de Paris. Après un parcours professionnel dense dans le privé, notamment dans le secteur des télécommunications, c'est en 2011 qu'il rentre dans le gouvernement ivoirien en qualité de ministre de la Poste et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire. Puis après, ministre de l'économie numérique et de la Poste, porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire de janvier 2016 à janvier 2017. Ministre de la communication, de l'économie numérique et de la Poste, porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire de janvier 2017 à juin 2018. Bruno Koné est également le député de la circonscription de Kouto-Blességué et est le coordonnateur principal du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, dans la région de la Bagoué dans le nord du pays. Depuis juillet 2018, il assure la fonction de ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. L'invité de Sans Réserve est attendu sur de nombreuses questions qui intéressent les Ivoiriens, entre autres les ACD, les effondrements d'immeubles, les conflits fonciers. Monsieur le ministre, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose tout d'abord de parler politique avant d'ouvrir le chapitre technique. Dans une déclaration faite hier, le président Henri Konan Bédié, président du PDC-RDA, doyen d'âge de l'opposition ivoirienne, appelle au dialogue inclusif et a mis fin au régime du CNT, régime de transition. Comment vous réagissez à cette sortie ? Je vais être poli. Vous avez dit vous-même, dans cette déclaration, il y a des choses qui sont positives, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui peuvent gêner. Il y a beaucoup de choses qui, de mon point de vue en tout cas, dans le contexte actuel, sont inappropriées ou mal dites. Tout simplement parce que dans le contexte actuel, il ne faut pas grand-chose pour remettre de l'huile sur le feu, il ne faut pas grand-chose pour recréer de la violence. Nous devons donc, nous, acteurs politiques, hommes politiques ivoiriens, faire preuve de beaucoup de mesures. Je trouve, moi, personnellement, que dans cette sortie, le président Bédié est allé un peu trop loin. Et il a sans doute un peu outrepassé ce qui devrait être son rôle en ce moment, un rôle d'apaisement, un rôle d'appel plutôt à l'entente, à la cohésion. C'est pas ce que j'ai entendu dans ce discours. Parce qu'en même temps qu'on dit ça, on appelle à la reprise des élections oui, et on remet en cause l'élection, etc. La légitimité du président Ouattara. Tout cela me paraît trop grave dans le contexte actuel, surtout venant de la part d'une personnalité de ce niveau. Alors, il y a quelques jours, Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien, a reçu ses passeports ordinaires et diplomatiques. Il souhaite rentrer en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est ce qu'on nous a laissé entendre son avocate dans ce mois de décembre. Quelle est la position du gouvernement là-dessus ? Je ne donnerai pas la position du gouvernement parce que le gouvernement s'est déjà exprimé sur la question. Il y a effectivement l'histoire, entre guillemets, devant la CPI, mais il y a également l'actualité juridique ou judiciaire en Côte d'Ivoire. Il est bon que tout cela soit pris en compte par M. Gbagbo et ceux qui le conseillent avant d'entreprendre
une quelconque démarche. Je pense que tout devrait se faire en bonne entente avec le président Alassane Ouattara, en bonne entente avec le gouvernement ivoirien. Tout est possible entre Ivoiriens. Donc, faisons place à la discussion. Ce serait un signe fort de décrispation, non ? Vous savez, souvent ce terme, quand on l'utilise dans un seul sens. Et je trouve cela un peu dommage. Parce que, vous savez, les crises que nous avons vécues ont été des crises qui ont fractionné la société ivoirienne. Ce ont été des crises qui ont fait des victimes de part et d'autre. Et bien souvent, quand on entend les victimes de chacun des camps, ces victimes réclament la réconciliation, mais pour elles. Alors qu'il faudrait entendre ce mot pour l'ensemble des acteurs politiques, pour l'ensemble de la population ivoirienne. Je doute fort que ce soit le cas ici. Quand vous parlez de réconciliation, vous pensez qu'est-ce qu'il faut justement pour arriver à cette réconciliation ? En réalité, Ali, est-ce que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés ? Je vous pose la question. Enfin, je ne sais pas. De mon point de vue, les Ivoiriens sont réconciliés. Quand je vais dans une école, je vois des Bété, des enfants Agni, des enfants Sénoufo, des enfants Malinké. Donc le problème, et tous se jouent ensemble. Quand je vais sur un marché, je vois des femmes gourou qui cohabitent avec des femmes guérées, avec des femmes abidji. Tout le monde vit ensemble, partout. Vous allez dans les cours communes à Yopougon, à Bobo, vous allez voir que les Ivoiriens vivent ensemble, partout. Le problème, il est entre hommes politiques. Tout le problème, il est là, il est entre hommes politiques. Moi, je peux me permettre de le dire de cette façon. Il est bon que les hommes politiques, effectivement, se surpassent et voient l'intérêt de la nation ivoirienne avant leur petite personne. Et malheureusement, c'est souvent leur petite personne qui sont mises en avant. Vous dites que le problème, il est entre hommes politiques. Pourtant, il y a eu des violences intercommunautaires dernièrement. Il n'y a pas eu de violence intercommunautaire. Qu'est-ce qu'il y a eu ? De ce que nous avons vu, des observations que nous avons faites, il n'y a pas un groupe ethnique qui s'est levé pour aller combattre un groupe ethnique. Ce qu'on a vu, c'est principalement des jeunes gens qui sont allés agresser des biens appartenant à des personnes. Écoutez, vous, moi, quand vous avez passé 30 ans de votre vie à construire quelque chose, à construire un commerce, à exercer une activité économique et que vous voyez 10 jeunes gens, 20 jeunes gens venir mettre le feu, vous réagissez. Et vous ne réagissez pas en baoulé ou en sénoufo, vous réagissez en homme. Vous réagissez en homme et malheureusement, c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de cas où les gens se sont défendus, où ont cherché à protéger leurs biens, malheureusement en causant d'autres dommages. Mais la vérité, c'est celle-là. Ce n'est pas des personnes d'une ethnie qui ont décidé de s'en prendre à l'autre ethnie. Bon, bien évidemment, tout cela est instrumentalisé par les hommes politiques, par certains hommes politiques, dirais-je, qui aujourd'hui ont intérêt à créer cette division en Côte d'Ivoire parce que leur dessein, c'est malheureusement d'aller à une transition. Donc, pour aller à une transition, créer la chienlit et donner l'impression que le pays n'est pas gouverné. Voilà. Plus d'un mois après ce scrutin présidentiel, quelles sont les leçons que vous retenez, vous, en tant que membre du gouvernement et en tant que citoyen ? Cette élection s'est bien passée. Je sais que le débat est vif, mais le débat est vif parce qu'il y a cette fraction artificielle qui est faite au niveau de la société ivoirienne qui donne l'impression, effectivement, que dans un cas, ça va, dans l'autre, ça ne va pas. Mais globalement, et c'est comme ça qu'il faut faire la mesure, globalement, nous pouvons dire que les choses se sont bien passées. Cette élection, elle était connue, enfin, la date de l'élection était connue depuis 2016, depuis la Constitution de 2016. Donc, les acteurs qui voulaient vraiment se préparer, qui voulaient vraiment aller à cette élection, ils sont allés à l'élection. Il y en a qui n'ont pas voulu y aller, et qui, malgré tout, bien qu'ils ne soient pas allés, veulent quand même diriger le pays à travers une transition chimérique. Ce n'est pas acceptable. Nous sommes dans un pays qui, de mon point de vue, a pensé ses plaies du passé après l'élection de 2010. Il y a eu une grosse fracture avant 2010, en 1999 avec le coup d'État, la rébellion de 2002, les différentes crises jusqu'en 2010. La communauté internationale nous a accompagnés pour une sortie de crise honorable pour tous les acteurs politiques. C'est pour cela que cette élection a pris 10 ans pour être organisée. Elle s'est tenue, un vainqueur a été déclaré, et si vous avez fait attention, pendant les 10 ans
que le vainqueur a été là, certaines personnes ont continué à se demander qui avait gagné l'élection 2010. Voilà, donc on est à nouveau dans le même scénario, où ces mêmes personnes, pendant les 5 ans à venir, vont continuer à se demander ou à marteler que celui qui est là n'est pas légitime, que celui qui est là n'a pas gagné. Vous avez l'impression qu'on n'avance pas finalement? Faut qu'on sorte de cela. Très bien. Faut qu'on sorte de cela parce que ce n'est pas de cela que notre jeunesse a besoin. Si vous interrogez les jeunes Ivoiriens, ils ont besoin de travail. Mais pour avoir du travail, il faut un pays en paix. Absolument. Il faut la sécurité, il faut l'investissement, qu'il soit national ou étranger, etc. Et c'est de ça que notre jeunesse a besoin. Pas de ces soubresauts à répétition. Très bien. Alors au sein de la classe politique en général et au sein du RHDP en particulier, il est de plus en plus question de l'émergence de la nouvelle génération. Quel est votre avis sur la question? Je vais vous parler franchement, puisque nous sommes sans réserve. Absolument. Sans réserve. Non, pour moi, il ne faut pas penser génération nécessairement. Voyez les États-Unis d'Amérique, première démocratie dans le monde. Le président élu, il a quel âge? Le président sortant, il a quel âge? Vous voyez? Donc, moi, je pense que ça devrait être la démocratie. Et le sens de la démocratie, c'est le gouvernement de la majorité. Si la majorité veut élire quelqu'un qui a 80 ans parce qu'elle pense qu'il est capable, etc., qu'elle le fasse. Le président Alassane Ouattara est plusieurs fois revenu sur cet aspect parce qu'il a vu que c'était un point de crispation entre acteurs politiques ivoiriens, où tout le monde pense que les problèmes qui sont créés viennent des trois qui sont là. Mais qui dit qu'après ces trois, il n'y aura pas les mêmes problèmes avec ceux qui vont leur succéder? Ceux qui vont leur succéder, s'ils restent dans les mêmes formats de pensée, dans le même format de fonctionnement, nous aurons, malheureusement, nous risquons de continuer à avoir la même crise. Ce n'est pas une affaire de génération. Très bien, vous avez il faut tout simplement avoir des personnes responsables qui dirigent le pays de façon professionnelle, qui sont patriotes au vrai sens du terme, qui veulent le bien de leur pays et surtout qui travaillent pour la majorité de ce pays, de la population de ce pays. Bruno Nabagné-Koné n'aurait-il des ambitions personnelles? Non, je suis très bien là où je suis. Je suis très bien là où je suis. Vous savez, quand j'ai démarré ma carrière il y a une trentaine d'années, je n'avais jamais imaginé être au poste où je suis aujourd'hui, donc je suis très bien là. Et justement, je ne demande rien, je ne cherche rien. Je suis arrivé là. Chaque fois, tous les postes que j'ai eu à occuper, je les ai occupés par le travail que j'ai fait. Donc, quand vous me confiez une mission, j'y mets 200% de ma personne. Et je fais en sorte qu'elle réussisse. Justement. Et je le fais depuis 30 ans. Ça m'a porté jusqu'ici. Justement, je vais continuer à faire. Qu'est-ce qui a constitué le déclic pour que vous franchissiez le pas entre le privé et la politique? C'est la nomination au gouvernement. Et la nomination au gouvernement, nous aurons peut-être l'occasion d'en parler un jour. Je n'ai jamais levé le doigt pour demander à être membre du gouvernement. Je travaillais, j'étais employé d'un grand groupe à Paris. On m'a demandé de rentrer d'Ardar un matin, sans même me dire pourquoi je rentrais. Et je peux vous le dire, c'est sur le chemin, à une escale, que j'ai appris que je venais d'être nommé ministre. Donc je l'ai appris avant même, je l'ai appris après avoir été nommé. Vous voyez, donc, et depuis, à partir du moment où vous êtes nommé, vous êtes ministre, vous avez nécessairement, c'est mon point de vue en tout cas, vous avez nécessairement une casquette politique. Ministre technocrate, je n'y crois pas. Donc, quand on est ministre, oui, on fait son travail, donc technique, mais on a cette casquette politique. Voilà. Très bien. Justement, le technique, on en parle maintenant. Depuis 2018, vous êtes le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. 3 secteurs importants, réunis en un, avec évidemment des liens transversaux. Quelle est clairement la politique ivoirienne de construction, de logement et de l'urbanisme? La question posée comme ça va être difficile d'y répondre. En réalité, nous avons 3 grands métiers, 3 grands secteurs qui sont indépendants. Vous avez, qui se retrouvent peut-être parce qu'il s'agit de l'exploitation de la terre ou de parcelles. Mais si vous prenez par exemple l'urbanisme. L'urbanisme, notre ambition, c'est d'avoir des villes
qui jouent pleinement leur rôle, d'avoir des villes qui soient agréables, d'avoir des villes qui sont pensées à l'avance, pas des villes qu'on subit, d'avoir des villes qui jouent la fonction travail complètement, qui jouent la fonction loisir complètement, qui jouent la fonction habitat complètement, qui jouent la fonction mobilité complètement. Et c'est tout cela qui permet à une ville d'être agréable, d'être dynamique, de créer de la valeur. Donc, au plan urbanisme, c'est cela. Évidemment, en matière d'urbanisme, chaque pas met du temps à donner des résultats. Nous avons commencé dans cette mission il y a 2 ans. Les décisions que nous avons prises jusqu'à maintenant, je le pense, vont dans le bon sens. J'espère que cela va continuer et permettre progressivement aux villes ivoiriennes de redevenir des villes agréables, des villes où il fait bon vivre. Dans ce chapitre urbanisme, il y a également un pan qui est très important pour les Ivoiriens, c'est celui qui concerne le foncier. Absolument. Le foncier, nous avons fortement travaillé à améliorer ce pan-là. Aujourd'hui, les transactions se font beaucoup plus facilement, dans des délais que nous avons raccourcis. Je peux le dire, et il y a quelques chiffres qui permettent de le montrer. Vous savez, sur les 5 dernières années, nous étions à une moyenne de 5300 ACD pour la ville d'Abidjan, par exemple. 5300 ACD par an. Cette année, au mois de novembre, nous sommes à 15 000 ACD signés. Donc, nous avons fait 3 ans d'ACD, la moyenne des 5 dernières années, en une année. Donc, ça montre bien cette volonté d'accélération. En même temps, nous travaillons sur les aspects sécurisation. Nous avons un gros plan de transformation digitale de toute la chaîne foncière, qui va changer fortement, très fortement, la gestion de ce domaine, qui va raccourcir les délais, parce qu'aujourd'hui nous les avons raccourcis, mais nous pensons qu'il y a encore du potentiel au plan raccourcissement. Nous allons renforcer la sécurité avec toutes les techniques modernes, la blockchain, notamment parce que beaucoup d'interactions aujourd'hui rendent notre tâche difficile. Nous avons beaucoup de litiges qui viennent... on en parlera tout à l'heure, voilà, donc, nous avons bien travaillé sur cet aspect, je peux le dire, et nous allons continuer. Il y a le pan construction. Sur le pan construction, il y a évidemment toute la mission de maître d'ouvrage délégué que nous assurons pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire. Il y a toute la gestion du patrimoine que nous assurons pour l'État de Côte d'Ivoire. Et il y a le contrôle des constructions, à travers le permis de construire. Là, nous avons rénové avec un code de la construction et de l'habitat qui est novateur en beaucoup de points, qui permet aujourd'hui de clarifier la responsabilité des acteurs, qui met des sanctions plus fortes à tous ceux qui enfreignent la loi. Nous avons imposé, par exemple, l'intervention de l'architecte pour toutes les constructions. Donc toutes les constructions en milieu urbain, mais comme je dis, tout cela a besoin sans doute de temps pour être mis en œuvre. Nous avons négocié parce qu'on nous a dit oui, mais tout le monde ne pourra pas payer. Nous avons négocié avec l'Ordre national des architectes un forfait pour les constructions dont la superficie n'excède pas 55 mètres carrés. Très bien. C'est 300 000 francs. Très bien. Bon, donc, et au-delà, nous avons également imposé désormais l'intervention d'un ingénieur conseil pour toutes les constructions complexes, au-delà de 2 niveaux. Bon, si tout cela est fait, nous aurons... Alors, maintenant, on peut parler du logement. Le logement, c'est le 3e pan. C'est cela. Si j'ai 2 minutes, j'en parle. Sinon, tout à l'heure, vous parlez de logement. Très bien. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'ACD, qui est censé être un document juridique fort, inattaquable même, mais dans bien des cas, les détenteurs de ce document se voient confrontés à des contestations. Comment on peut expliquer cela? Les contestations, vous ne pouvez pas les éviter. Ali, moi je peux venir aujourd'hui vous accuser d'avoir fait ci ou ça. Il vous reviendra d'aller répondre, n'est-ce pas? Absolument. Devant la police ou devant la justice. Mais le plus important pour vous, c'est quoi? C'est d'être droit, d'avoir été droit, de n'avoir pas commis l'infraction qu'on veut mettre sur votre tête. Donc c'est ça notre mission.
Notre mission, c'est de faire en sorte que l'ACD soit effectivement inattaquable, qu'il soit totalement sécurisé. Et maintenant, si quelqu'un se plaint et que vous allez en justice, il faut que la décision de justice aille dans le sens de la décision du ministère. Voilà ce que nous demandons. Mais nous ne pouvons pas empêcher que tel ou tel soit astreint devant les tribunaux, que tel ou tel conteste un titre qui a été donné à tel autre. Tous les jours, nous en avons. Tous les jours, nous avons des litiges. Mais le plus important, c'est que ces litiges se dénouent dans le même sens, au plan de la décision, que la décision prise par le ministère. Très bien. Et nous travaillons sur cet aspect. Alors, je propose qu'on aborde un cas pratique, le cas d'Ibokaman, par exemple, au sujet duquel votre cabinet a produit un communiqué ce matin. Les détenteurs d'ACD estiment que la loi foncière est piétinée par des squatteurs qui font ce qu'ils veulent sans être inquiétés. Que répondez-vous? Sans être inquiétés, non. Nous avons produit plusieurs communiqués. Nous sommes intervenus d'ailleurs plusieurs fois également sur les sites. Je me souviens que vous avez demandé une enquête commodo-incommodo. Tout à fait. Est-ce qu'elle a avancé entre-temps? Non, si, enfin, c'est pas nous qui menons l'enquête, c'est la mairie du ressort. Donc, en l'occurrence, ici, c'est la mairie de Port-Bouët, donc, qui est en train de mener l'enquête. Nous attendons les conclusions de cette enquête pour passer au stade suivant. Mais dans l'intervalle, nous interpellons toutes les personnes concernées. Les ACD produits, les ACD délivrés à la date d'aujourd'hui, n'ont pas été remis en cause par la justice. C'est ça qu'il faut que tout le monde sache. Les ACD ne sont pas remis en cause, ça veut dire que les titres de propriété détenus par ces personnes-là sont totalement, aujourd'hui d'actualité, sont en vigueur. Donc si, derrière eux, des personnes font des transactions, c'est des transactions, le moment venu, qui seront nulles et non avenues. Si des constructions sont réalisées, ces constructions pourront être détruites par ceux qui détiennent aujourd'hui les titres de propriété. Je le dis très clairement, nous avons fait plusieurs communiqués. Justement, que ces constructions se fassent. Vous savez, sur une superficie aussi grande, sauf à aller mettre un bataillon en permanence, vous ne pouvez pas. Et malheureusement, nous avons des moyens qui sont limités. Nous avons des moyens de contrôle qui sont utilisés pour toute la ville d'Abidjan. Nous avons des moyens qui sont faibles, je le dis, pour que justement ils soient renforcés. Nous savons la demande qu'il y a, mais aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité. Donc, nous faisons avec ce qu'il y a, mais je préfère le dire aussi clairement pour que chacun comprenne. N'attendez pas qu'un policier vienne vous empêcher de construire. Si vous construisez, et c'est ce que je dis là concerne d'Ibokaman, mais concerne toutes les constructions qui sont faites en Côte d'Ivoire. Si vous construisez sur une parcelle sans au préalable vous assurez que vous détenez la propriété de cette parcelle, vous vous mettez en risque. La première chose avant de commencer à construire, c'est de vous assurer que vous avez un titre de propriété. Si vous n'avez pas un titre de propriété, vous vous mettez en risque. Ça, c'est général. Donc, si c'est général, ça s'applique à d'Ibokaman. Cela m'amène à vous poser une autre question. Pourquoi ne pas interdire les ventes de terrains, de parcelles, sans préalable présenter l'ACD? Mais c'est interdit. Parce que ces personnes-là n'auront jamais d'ACD. Où ces personnes-là, même quand elles font des transactions, j'allais dire entre personnes physiques, elles sont tenues ensuite de venir devant nous et de faire toute la procédure qui permet d'accéder à un titre de propriété. Mais nous ne pouvons pas empêcher, sur 27-28 millions d'Ivoiriens, nous ne pouvons pas empêcher que telle personne aille dire je détiens telle parcelle, je vais te la vendre, et que quelqu'un accepte de lui donner l'argent en contrepartie. On ne peut pas l'empêcher. Absolument. Voilà. Alors, mais s'il y a un conseil à donner ici, c'est vraiment de dire, assurez-vous, que la parcelle est dans un lotissement approuvé. C'est le minimum. Assurez-vous que la personne qui veut vous céder la parcelle détient un premier acte qui permet de dire qu'elle a un droit. Elle a un droit sur la parcelle. Et puis surtout, engager la procédure. Si je vais dans l'idéal, il vaudrait mieux laisser la personne qui veut vous vendre la transaction aller jusqu'au bout de la procédure, confirmer son droit de propriété sur la parcelle, et ensuite avant de s'engager. Et ensuite elle vous le cède. C'est ce qui est le plus simple. Sinon, il faut aller dans un lotissement approuvé. Enfin bon, on pourrait... Alors, un autre cas pratique, dans un quartier d'Abidjan, précisément à Cocody-Danga, qui semble être normé à R+1, vous me direz, selon l'arrêté ministériel du 17 juin 2016, qui fixe les règles d'urbanisme de Cocody, un opérateur aurait entamé la construction d'un immeuble de 3 étages depuis près de 3 ans,
L'association des riverains a attiré l'attention du ministère, mais rien n'y fit. Que dites-vous au sujet d'un cas pareil ? Des cas pareils, nous en arrêtons des dizaines toutes les semaines. Donc je suis assez surpris. Il faudra peut-être que ce dossier nous soit clairement transmis. Dans la zone de Cocody d'Anga, je confirme effectivement que les règles d'urbanisme fixent la hauteur à R+1. Il y a eu quelques exceptions, mais sur le pourtour du quartier et sur les flancs. Sur les flancs, parce que nous sommes dans une ville qui a besoin de construction, qui est dans une ville avec beaucoup de population, qui a besoin de se densifier. Donc, quand cela est possible, il y a eu quelques exceptions effectivement faites en ce qui concerne Cocody d'Anga sur les limites, du quartier. Mais dans le quartier lui-même, sur les zones plates, je serais très surpris qu'un tel permis ait été accordé. Évidemment, il y a des gens qui construisent sans permis. Bon, il nous revient de faire arrêter. Absolument. Mais comme je vous l'ai indiqué, effectivement, des fois, nous sommes nous-mêmes débordés. Très bien. Et nous avons qu'est-ce qui est prévu pour ces immeubles qui se construisent en violation des règles d'urbanisme ? Les propriétaires finissent toujours, enfin pour certains, par finir leur construction illégale et exploiter leurs bâtiments. Dans beaucoup de cas, il y a beaucoup de plaintes qui vous reviennent. Nous le voyons tous les jours. Nous n'arrêtons pas d'attirer l'attention des uns et des autres. Mais encore une fois, je ne veux pas passer mon temps à faire la Madeleine ici, donc à pleurer en vous disant que nous n'avons pas de moyens. Nous essayons avec le peu de moyens que nous avons d'assurer nos missions. Ce n'est pas parfait, mais je peux vous le dire. Nous essayons de communiquer le plus possible, par exemple, sur le code de la construction, qui désormais impose l'intervention de l'architecte, impose l'intervention de l'ingénieur conseil. Nous avons mis en place un processus de délivrance du permis de construire dans un délai beaucoup plus court. Aujourd'hui, quand tous les documents sont disponibles, nous sommes en mesure de délivrer le permis de construire en 21 jours. Donc tout cela a été fait justement pour inciter les Ivoiriens à aller vers nos services et à recourir au permis de construire. Certains ne le font pas, mais quand un immeuble s'écroule, qui perd le plus ? C'est vrai qu'il y a des pertes en vies humaines que nous regrettons, mais celui qui a investi, il est le premier à perdre son argent. Donc il faudrait déjà que chacun de nous se préoccupe de la qualité de l'investissement qu'il réalise. Quand vous allez mettre des centaines de millions dans un immeuble dont vous ne vous êtes pas assuré de la stabilité, j'allais dire c'est de l'inconscience totale. Quand nos services contrôlent cela et s'en rendent compte, évidemment, nous faisons arrêter les travaux. Ça, j'insiste là-dessus. Dans tous les cas où il n'y a pas de permis de construire, l'obligation ou la demande faite à mes collaborateurs, c'est de faire arrêter les travaux. Et quand la construction met en risque les personnes qui y travaillent ou est susceptible de mettre en risque les personnes qui vont y habiter, évidemment, nous procédons à la démolition de l'ouvrage, et c'est déjà arrivé quelquefois. Très bien. Monsieur le ministre, malgré la pression démographique dans l'agglomération d'Abidjan, est-il envisagé de sauvegarder, comme dans bien de pays, certaines zones pavillonnaires afin d'éviter d'en faire des quartiers de gratte-ciel ? Je pense notamment à Marcory résidentiel. Oui, il y a quelques quartiers comme ça qui sont préservés, heureusement d'ailleurs. Et je peux vous dire, tout l'effort, je me mets à dos des dizaines de personnes tous les jours qui, à Cocody Ambassade, veulent monter, à Riviera Golf 4 veulent monter, à Marcory résidentiel, évidemment, on a des demandes tous les jours. Donc nous essayons de préserver ces quelques poches-là, effectivement, pour avoir des quartiers de logement au standing. En attendant d'avoir les prochains quartiers, bon, nous y travaillons, les prochains quartiers au standing, et nous allons appliquer les mêmes règles. Maintenant, nous sommes dans une ville qui a un gros besoin de logement. Nous sommes dans une ville qui a évolué de façon horizontale jusqu'à maintenant, et l'évolution de façon horizontale coûte cher à l'ensemble de la communauté, puisque au niveau des VRD, par exemple, vous payez plus cher en amenant l'eau beaucoup plus loin, en amenant l'électricité beaucoup plus loin, en étant obligé de faire des voies de circulation de plus en plus loin. Ça coûte cher à la communauté. C'est pour cela que nous encourageons aujourd'hui les constructions en hauteur. Nous l'imposons dans certaines opérations de promotion immobilière, notamment dans le programme
de construction de logements sociaux. Donc, j'allais dire, nous sommes obligés d'avoir les deux. Un parfait équilibre. De faire un parfait équilibre entre les deux situations. Dernière question avant d'ouvrir les questions des internautes. Monsieur le ministre, les Ivoiriens attendaient beaucoup du vaste projet de logements sociaux et économiques. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il faut avoir de l'espoir que des maisons seront disponibles bientôt? Des maisons sont disponibles. Des maisons sont disponibles. Aujourd'hui, mais le déficit de logement à Abidjan est toujours important. Le déficit de logement à Abidjan, c'est à peu près 500 000 logements. C'est cela. Donc, 500 000 logements ne se couvrent pas, un tel déficit ne se couvre pas en quelques années. Mais des efforts importants sont faits. Ce projet, c'est vrai qu'en termes d'unité de logement produit n'a pas donné totalement satisfaction, mais il faut voir que il a permis au moins à tout le monde de tirer un grand nombre d'enseignements. Et un grand nombre d'enseignements qui, aujourd'hui, nous permettent de dire que dans les prochaines années, ce projet, il va exploser positivement. Aujourd'hui, nous avons des réserves foncières en grande quantité. Nous avons plus de 2000 hectares aujourd'hui qui sont réservés dans le cadre de ce projet. Nous avons investi près de 100 milliards de francs CFA déjà dans la réalisation des VRD primaires dans les promotions qui sont en cours. Nous avons déjà au niveau de l'État accordé près de 350 milliards de francs CFA d'exonération fiscale. Nous avons aujourd'hui, et je le dis, vous pouvez le noter si vous le voulez, sans parler comme l'autre, mais nous avons aujourd'hui plus de 200 000 unités d'engagement, d'engagement de promoteurs internationaux. Donc aujourd'hui, nous avons signé des conventions pour couvrir 200 000 constructions de logements. Bon, évidemment, tout cela s'est fait sur la dernière année. Nous avons été perturbés par la Covid. Nous sommes un peu perturbés par l'élection présidentielle qui vient de s'achever. Mais tout cela va se faire. Bon, et je rassure également tous ceux qui sont dans le projet aujourd'hui, à terme, ils auront leur maison. Ça a pris du temps, je le concède. J'ai dit les regrets de notre gouvernement, les regrets de mes collaborateurs et de moi-même, pour la lenteur avec laquelle le projet a été réalisé. Mais aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour que ça aille très vite. Très bien. Nous nous sommes adossés à des constructeurs aujourd'hui qui sont de niveau international, qui ont des capacités financières très importantes, qui ont des capacités techniques également très importantes. Je vous ai dit que les parcelles sont là, donc nous pouvons aller très vite. Très bien. Bon, et je rassure une dernière fois, rapidement, ceux qui ne peuvent pas avoir leur logement, qu'ils soient rassurés, ils seront toujours remboursés parce que le mécanisme de compte séquestre qui a été mis en place permet de conserver en sécurité leur versement. Donc il n'y a pas de risque que demain ils ne soient pas remboursés s'ils le souhaitent. C'est bien entendu. Voilà. Place à présent aux questions des internautes. La première question de nos internautes nous vient de Latte Jérôme qui dit « C'est un secret de polichinelle. Les logements sociaux ont été un échec, monsieur le ministre. Qu'est-ce qui n'a pas marché ?» Qu'est-ce qui n'a pas marché? On peut faire un long débat sur ce qui n'a pas marché. Mais moi, je préfère voir ce qui est positif et je viens d'en parler. Ce qui n'a pas marché, c'est que le projet initial était trop ambitieux. Ce projet nécessitait, par exemple, que l'État, au plan budgétaire, y mette plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Et vous savez que les priorités, sur les 5 premières années du président Alassane Ouattara, voire même sur les 10 années qui ont été passées, les priorités ont été ailleurs. Donc les ressources qui devaient être mises pour réaliser à bonne date les VRD n'ont jamais été mises. Il y a ce cas simple. Nous avons voulu le faire absolument avec des promoteurs locaux, ce qui est une très bonne chose. Nous encourageons d'ailleurs cela. Une quarantaine de promoteurs ont été sélectionnés, mais ce sont des promoteurs qui, pour la plupart, n'avaient jamais réalisé de logements sociaux, n'avaient même jamais réalisé, n'avaient pas le savoir-faire et ont des trop faibles capacités. Quand vous voulez réaliser 60 000 logements, 150 000 logements, 300 000 logements, ce n'est pas à coût de 200 ou 300 logements. Il faut être en mesure de réaliser 10 000 logements dans l'année, Absolument. 20 000 logements dans l'année.
Et c'est pour cela que nous avons changé notre fusil d'épaule en nous appuyant désormais sur des promoteurs qui ont cette capacité-là, qui sont de plusieurs pays au niveau international, je ne vais pas les citer, bien sûr, mais qui aujourd'hui sont tout à fait intéressés à investir dans ce secteur en Côte d'Ivoire et c'est pour cela que nous sommes confiants. Très bien. Prochaine question. La question suivante nous dit: nous assistons à des effondrements d'immeubles ces derniers temps. Quelles sont les causes? Quelles sont les mesures concrètes pour éviter cela? Une question d'Amani Leger Nguessan. Les effondrements d'immeubles, il y a deux causes principales. Des faiblesses dans la conception ou des faiblesses dans la réalisation. Les faiblesses dans la conception, on peut les anticiper quand c'est des personnes qui ont l'expertise pour faire ce travail de conception qui le font. Un architecte verra rapidement que ici, il ne faut pas faire ceci, cette poutre est trop longue, il faut la soutenir autrement, etc. Bon. Et au niveau de la réalisation, c'est pour cela que nous avons désormais imposé l'ingénieur conseil. Aujourd'hui, on préfère prendre des tâcherons qu'on paye au lance-pierre, qui ne savent même pas faire un bon mélange ciment-sable, qui vous construisent quelque chose qui retombe le lendemain. Bon, nous faisons des contrôles, mais le rôle du ministère n'est pas d'aller jusqu'au contrôle, par exemple, des matériaux de construction. Il y a une homologation de ces matériels, mais ensuite, il appartient au maître d'ouvrage de s'assurer que les matériels qui sont utilisés sur son chantier sont de bonne qualité. Il faut qu'il s'assure que les personnes qui le recrutent pour faire son travail sont des gens qui sont qualifiés. Mais quand vous prenez des tâcherons, et tous les effondrements d'immeubles, il n'y a que cela. Il n'y a que cela. Très bien. Défauts à la construction, à la conception, mais il y en a très peu. C'est principalement des défauts au moment de la construction, donc des personnes qui ne sont pas qualifiées pour réaliser les ouvrages qui sont faits. Très bien. Puis, bon, il y a certaines personnes par cupidité qui font un R+2 et qui décident de mettre 2-3 niveaux au-dessus. Mais vous savez, il faut calculer l'importance des piliers. Absolument. Il faut s'assurer que les fondations peuvent effectivement porter cette charge, qui est beaucoup plus importante. Quand tout cela n'est pas fait, malheureusement, nous assistons à ce que vous... Troisième et dernière question d'internaute. Cette fois-ci, la question nous dit ceci. Nous avons acquis des terrains dans un lotissement approuvé à Grand-Bassam depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Pas de voirie ni de bornage. Qu'est-ce que le ministre peut faire pour nous? Une question de Seydou Diarasouba. Bon, vous voyez la complexité de notre mission. Il ne revient pas au ministère, par exemple, de faire les voies de circulation dans un lotissement approuvé. Le lotissement, il est approuvé et il y a un maître d'ouvrage, il y a un propriétaire, il y a quelqu'un qui a réalisé le lotissement. Il lui revient d'appliquer ce lotissement-là. Nous assurons, par exemple, que tout ce qui est équipement public, ouvrage public, réserve pour l'école, pour le lieu de culte, pour le marché, pour l'hôpital, etc., nous assurons que tout cela figure bien, aussi bien dans la conception qu'au plan d'application. Mais il revient... un lotissement, j'allais dire, c'est pas qu'un plan sur papier. Un lotissement, c'est une fois que le plan sur papier est fait, il faut l'appliquer, il faut le mettre en œuvre, faire les ouvertures de voies, créer les parcelles, etc. Et cela revient au maître d'ouvrage, donc à celui qui est propriétaire de ce lotissement. Monsieur le ministre, nous sommes au terme de cette interview. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve? C'est passé très vite. J'ai répondu à toutes les questions que vous m'avez posées. Et je peux vous dire que j'y ai répondu avec toute la sincérité possible. Sans réserve. Comme je le fais tous les jours. Très bien. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, monsieur le ministre Bruno Nabagné-Koné. Je rappelle que vous êtes le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.